Bonjour à tous, un grand merci de nous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis ravie aujourd'hui d'être en compagnie de Caroline Fayet. Caroline Fayet qui est une spécialiste de l'influence du numérique sur les publics. Elle est aussi la cofondatrice de l'agence Boléro. Elle a publié un ouvrage qui s'appelle L'art de la guerre digitale aux éditions Duno et aux éditions Bréal. Elle sort tout juste ce petit livre qui s'appelle Décoder l'info, comment décrypter les fake news. Caroline, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. C'est un livre qui nous a interpellés à Espace Prépa parce que le concept de fake news, finalement, on a l'impression qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On en parle beaucoup, notamment les jeunes en parlent beaucoup entre eux. On a l'impression qu'ils subissent aussi beaucoup ces fake news. Dites-nous un peu, quand est-ce qu'il est apparu ce concept d'abord ? Oui, c'est vrai que c'est un concept qui est apparu au moment de la campagne présidentielle américaine. Les Trump et les médias se sont réciproquement accusés d'être des émetteurs de fake news. Du coup, le terme s'est imposé finalement à la place d'autres termes qu'on connaît déjà, qui sont la rumeur, les croyances, la désinformation. Donc pourquoi un nouveau nom finalement ? Pour un phénomène qui existait déjà, parce que du coup ça a permis d'isoler ce fléau qui serait la désinformation assistée par ordinateur, qu'apporte du coup le numérique. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de fake news récentes qui ont pu faire la une de l'actualité ? Alors il y a une fake news qui marque beaucoup tout le monde parce que on voit là les avancées en termes de progrès technologiques. C'est une vidéo d'Obama qui a été complètement réalisée de façon virtuelle en simulant la voix d'Obama en langage naturel et en simulant son visage à partir du visage de quelqu'un d'autre qui fait ce discours. Donc elle a fait pas mal le buzz et elle fait un peu froid dans le dos sur ce qui va nous arriver en termes de désinformation potentielle pendant les campagnes électorales futures. Alors comment naît une fake news ? Qui peut en être à l'origine ? Qui en est à l'origine et puis comment elle se propage ? Alors j'explique qu'il y a 3 types de faussaires. Le premier faussaire sont les pros de l'intox, c'est ceux qui en vivent, c'est-à-dire ils arrondissent leur fin de mois en générant des faux contenus absurdes, du genre 2 morts par des requins pendant les inondations de l'Aude. Voilà, et ils vont générer du clic et donc des revenus publicitaires. Deuxième catégorie de fake newsers, ça va être les croyants, les gens qui ont vraiment une idéologie à défendre, par exemple les anti-vaccins, qui vont du coup fabriquer des fausses études pour servir leur idéologie. La version extrême, c'est les complotistes, vous savez, ceux qui pensent que la Terre est plate, par exemple. Troisième catégorie de fake newsers, les trolls. C'est ceux dont le jeu préféré est de répandre des fake news pour alimenter la polémique sur Internet, par vraiment sadisme. Voilà, 3 catégories de fake newsers, et puis celle qui s'ignore, c'est vous et moi qui, sans nous en rendre compte, alimentons des rumeurs parce qu'à un moment donné, nos peurs peuvent alimenter des rumeurs ou parce qu'on les propage aussi. Alors justement, on les propage comment ? Alors les réseaux sociaux, évidemment, ça nous vient tout de suite à l'esprit par leur capacité de propagation massive, mais les médias aussi se font également avoir par les fake news, notamment celles des croyants, en voulant donner la parole à un anti-vax face à justement un médecin, et donc qui contribuent à installer une forme de désinformation. Troisième vecteur, évidemment, la visibilité qu'ils vont avoir sur Google. Donc les plateformes sont particulièrement accusées de favoriser les fake news parce qu'elles vivent de la rétention des internautes sur leur plateforme. Du coup, les victimes finalement de ces fake news, qui sont-elles ? Est-ce que c'est vous et moi ? Est-ce que c'est vous et moi en tant que consommatrice ? Disons que les fake news, elles court-circuitent les schémas d'autorités traditionnelles. Elles court-circuitent les autorités scientifiques, politiques, médiatiques. C'est en ça qu'elles dérangent le système et que le système essaie de s'en protéger. Mais derrière, du coup, évidemment, la victime ultime, c'est le citoyen. Parce que si les fake news amènent au populisme en politique ou à l'obscurantisme en sciences, toutes nos démocraties, c'est vrai qu'ils sont menacées par ce phénomène. D'accord. Est-ce qu'on a un moyen de les identifier ? Quand on est un citoyen lambda, est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour s'assurer qu'une info qu'on vient de lire
n'est pas fausse? Bien, le premier réflexe, c'est d'avoir une sorte de radar au sensationnalisme. Toujours se méfier d'une info qui attise nos émotions. De l'insolite, de l'humour, du dégoût, de la peur, donc tout ce qui est alarmiste, anxiogène, effectivement ça doit agiter votre radar à fake news. Après, le deuxième réflexe, c'est de regarder un peu la source. Alors il ne s'agit pas d'aller regarder les méthodologies d'études dans les études scientifiques bidons, mais je vais vous donner un exemple. Je vois une de mes amies qui partage sur Facebook une info comme quoi un agent de sécurité ivre tombé dans une piscine avec son taser aurait fait 66 morts. Déjà vous vous dites 66 morts, bon ça sent un peu bizarre. Après, deuxième réflexe, je dis bon, un truc pareil, il y aurait un deuil national, on en entendrait parler. Vous allez sur Google, vous tapez l'actu, vous allez voir, normalement tous les médias devraient couvrir le truc. Donc si effectivement le sujet n'est pas couvert, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc le deuxième réflexe, c'est de ne pas partager. Parce que si on contribue au partage, effectivement, ces sites-là qui génèrent des revenus publicitaires fleurissent sur Internet. Alors est-ce qu'il y a des lois, des choses qui sont développées pour empêcher la propagation de ces fake news, pour empêcher qu'elles se développent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que fait l'État? Est-ce qu'il y a des choses à ce niveau-là qui se mettent en place? Le politique a effectivement lancé un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée, qui joue sur deux niveaux. Le premier, c'est d'essayer d'interdire le faux pendant les campagnes électorales. Pas évident de dire comment déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. La deuxième action, c'est d'encourager les plateformes à endiguer ces manipulations de masse. Et là où je peux aller dans leur sens, c'est sur une exigence de transparence. C'est-à-dire, il faut connaître la transparence des algorithmes, savoir derrière comment ils sont conçus, mais aussi transparence du financement publicitaire. S'il y a des campagnes de ciblage massif sur Facebook, qu'on puisse savoir effectivement qui est derrière tout ça. Après, pour les entreprises, pour finalement derrière les acteurs, vous comme nous, il faut qu'on prenne sur chaque sujet, qu'on arrive à voir quelle est la part de fake news sur un sujet donné, et que les entreprises, mais aussi les scientifiques, les sociétés savantes se mobilisent sur chaque sujet, qu'on prenne la vaccination, qu'on prenne le glyphosate, tous ces sujets qui sont un peu contestés scientifiquement, pour qu'on puisse voir la part de fake news. Et ça, le numérique, c'est peut-être un amplificateur du phénomène, mais c'est aussi la première fois qu'on a un outil pour pouvoir quantifier le poids des rumeurs. Dans les années 60, il y avait des rumeurs, on ne savait pas le chemin de la rumeur. Aujourd'hui, avec les traces numériques effectivement que laissent les internautes, on peut savoir très exactement quel va être le poids d'une fake news sur un sujet donné. Donc il faut s'attaquer à ce problème. Une petite question par rapport à la sensibilité des jeunes générations sur les fake news. Est-ce qu'ils sont plus facilement crédules? Au contraire, est-ce qu'ils sont plus au courant des phénomènes de partage, etc. et du coup plus avertis sur ce sujet? Les sondages, les études faites sur le sujet montrent que les jeunes, effectivement, font partie de ceux qui partagent les fake news. Mais pour moi, je dirais que il y a finalement un phénomène d'apprentissage collectif. C'est-à-dire, on s'est tous fait avoir une fois par le Gorafi ou par un mftv.com, etc. Et la première fois que vous faites avoir, vous vous sentez un petit peu ridicule après. Et je pense que c'est du coup un mécanisme de transition. Mais du coup, ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit être aussi des fact-checkers pour indiquer à notre interlocuteur « Hey, tu t'es fait avoir par une fake news ». Et du coup, ça va baisser le bénéfice psychologique de la fake news. Aujourd'hui, partager un scoop qui fait marrer son audience, c'est un phénomène presque de vanité. Vous voyez, plus ça fait réagir votre audience, plus vous allez avoir des likes et des partages, plus vous vous sentez gratifié. Donc il faut inverser le bénéfice psychologique de la fake news et faire en sorte que vous soyez
vous sentiez plus humilié quand vous avez partagé une fake news que gratifié. Caroline Fayet, je vous remercie beaucoup de nous avoir aidé à décrypter ce phénomène intéressant finalement qui traduit un nouveau rapport à l'information. Exactement. Voilà, je conseille la lecture de votre ouvrage et je mettrai toutes les informations juste sous la vidéo. Grand merci. Au revoir. Au revoir.